tous, alors bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que j'ai pas mal lu ces temps-ci. Alors vous vous excuserez ma voix un petit peu bizarre mais je suis malade en fait, donc j'ai attrapé un petit coup de froid. Donc je vais essayer de parler correctement mais pardon, hein. Alors le premier livre dont je vais vous parler que j'ai lu et que j'ai terminé il y a quelques temps maintenant, il s'agit du Fléau de Stephen King, donc la première partie parce que c'est un livre extrêmement long, n'est-ce pas? Donc là j'ai la version livre de poche qui était vraiment pas terrible, il fallait vraiment s'accrocher pour le lire, hein, qui fait plus de 260 pages. Euh, donc je voulais tenter, j'avais eu envie de lire ce titre de Stephen King suite à la petite annonce qu'avait faite Lemon Jaune pour lire Le Fléau ensemble, ou je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Donc je l'ai lu bien après, enfin j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que la plupart des personnes qui l'ont lu. Je l'ai lu un petit peu à la fois en fait, hein, parce que bah, voilà, c'est un super gros pavé. Et l'édition que j'ai en tout cas, elle n'est pas très très agréable parce c'est écrit assez petit. Et c'est super long. Voilà. Donc c'est un livre que j'avais trouvé d'occasion, qui est tout abîmé. La tranche là, elle est dans un état pitoyable. Mais c'est pas grave. Alors pour résumer très rapidement ce livre, en fait on va se retrouver en Amérique et on va faire face à une épidémie de grippe mutante, on va dire, qui va se développer hyper rapidement et qui va décimer 99,6% de la population. Alors ça paraît ouf, ça paraît incroyable. Et ça l'est. Donc au début de l'histoire, on va suivre le tout premier personnage. C'est celui, entre guillemets, à cause de qui tout est arrivé. Alors, on va commencer avec plusieurs personnages directement. C'est d'ailleurs assez déstabilisant dès le départ parce qu'il y a tellement de noms qui sont donnés que c'est pas évident de retenir le nom de tout le monde. On va suivre aussi l'homme par qui tout est arrivé. Donc, franchement, les prénoms, je m'en rappelle pas d'énormément de prénoms, sauf ceux de la fin avec qui j'ai bien accroché. Mais en gros, celui par qui tout est arrivé, donc qui a vu qu'il y avait un problème dans le laboratoire biochimique où est-ce qu'il développait en gros les, les maladies. Ah, je trouve pas mes mots, je suis désolée. Euh, il va voir à l'écran en fait que tous les médecins ou les chimistes sont morts et il va s'échapper du laboratoire juste à temps avant d'être confiné à l'intérieur parce que toutes les barrières de sécurité vont se baisser en même temps. Et en gros, c'est le seul qui va réchapper de cet endroit. Mais bien sûr, il est contaminé déjà, mais il ne le sait pas. Et en fait, eh ben, il va contaminer tout le monde. Parce qu'il va contaminer sa femme, qui va contaminer un tel, qui va contaminer un tel. Et on va se retrouver avec une hécatombe complète. Donc dès le départ, on a plusieurs personnages, comme je vous l'ai dit. Dans une station-service, il y a deux ou trois hommes qui voient survenir une voiture qui va en fait foncer dans la station essence, avec à bord un homme, sa femme morte et leur enfant mort aussi. Et après voilà, en gros tout va se développer à partir de là parce qu'il va y avoir une enquête sur leur mort. Donc des policiers vont venir, ils vont attraper le virus, ils vont le donner à plusieurs personnes et ça va se multiplier à la vitesse de l'éclair. Et en fait, ce que j'ai surtout retenu de ce livre, c'est que c'est encore une fois l'ambiance qui va changer dans le Stephen King, parce que j'ai lu Shining aussi il n'y a pas très longtemps, donc je pense que vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Là, vraiment, au départ, en fait, on ne sait plus où donner la tête, tellement il y a de personnages, et ensuite, on va un petit peu à la fois suivre les survivants. Parce que, ben, oui, il y a 0,4% de la population qui va survivre. Mais à quel prix, hein, parce que voilà, il n'y a plus rien ne fonctionne. Enfin, c'est tous les services les hôpitaux, la police, enfin, voilà, tout tombe à l'abandon. Pareil pour la nourriture, ça devient très très compliqué.
Et pour résumer, en gros, les survivants, ils vont voir en rêve deux personnages différents. Donc soit l'homme en noir, qui représente le mal, ou soit une vieille femme très très âgée, qui est Mère Abigail, et qui, elle, représente un peu le bien. Et chacun de ces personnages va essayer de guider les survivants pour qu'ils arrivent à un certain endroit, pour qu'ils se regroupent tous en fait. Voilà. Et on va suivre tous ces persos, donc sans en dévoiler plus, parce que vraiment, ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir ce qui va arriver aux personnages et de voir comment ils vont s'en tirer pour ceux qui s'en sortent. Euh, et j'imagine que dans la partie 2, c'est encore plus intéressant parce que les gens ont commencé à vraiment se rassembler chacun de leur côté. Voilà, je vais pas en dire plus parce que maintenant ça fait un petit moment que je l'ai lu et je vois pas trop l'intérêt de dire vraiment ce qui se passe parce qu'à part l'épidémie qui se développe, il n'y a pas pour le moment énormément de grosses actions, sauf vers la fin de la première partie, pardon, où il va commencer à y avoir des frictions entre plusieurs clans qui se sont regroupés et ça va foutre le bordel. Voilà, donc je vous conseille, enfin, je vous le recommande. C'est assez particulier comme ambiance, mais moi ça m'a plu. Même si je l'ai lu par petits morceaux, je vais peut-être essayer de me procurer une autre édition pour la partie 2. Parce que là, je vous dis, je lisais limite 50 pages par 50 pages, ou voire 100 pages par 100 pages. Et c'était un petit peu pénible. J'ai mis, je crois, un mois et demi à le lire, quelque chose comme ça, parce que j'alternais avec mes autres lectures, bien sûr. Donc voilà. On passe maintenant au livre suivant, qui m'a beaucoup plu et que j'ai lu d'une traite. Il s'agit de L'Excisé d'Evelyn Akkad. Alors, ce livre n'était pas présent, enfin, il ne figurait pas dans la bibliothèque sur Livre Addict, donc je l'ai ajouté parce qu'en fait, je n'avais aucune information dessus. Et je ne sais même pas, je pense que c'est en achetant un lot de livres d'occasion sur Le Bon Coin. J'avais acheté une centaine de livres pour 15 ou 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, le titre était dedans et il m'a vraiment interpellée. Et j'ai bien fait de lire cette histoire parce que c'était très très intéressant. Donc en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est arabe et chrétienne. Enfin, ça paraît un peu contradictoire, mais c'est ce qu'on nous explique dans le livre. Hein. Donc cette jeune femme, je ne sais plus, voilà, ça se passe au Liban. Donc elle vit au Liban et sa famille est chrétienne. Voilà. Et cette jeune femme va tomber amoureuse d'un très beau musulman qui lui rappelle un petit peu James Dean, enfin à l'époque, voilà, ça se passait il y a quelques années auparavant. Hein. Euh, et tout ce que James Dean en fait va lui rappeler. Enfin, je l'appelle James Dean parce que c'est l'acteur à qui l'homme lui fait penser. Euh, ce qu'il représente en fait parce qu'il a un petit côté beauté américaine, beauté sauvage, un peu le bad boy, voilà, la liberté, le garçon qui se fiche un peu de tout. Sachant que pourtant ben, il est lui musulman, donc il n'a pas forcément les mêmes, les mêmes habitudes de vie que notre jeune fille. D'ailleurs, sa famille, elle est très croyante et très pratiquante. Euh, je peux même qualifier le père un petit peu d'extrémiste parce qu'il est vraiment à fond dans la religion, mais vraiment dans l'extrême. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Il n'hésite pas à imposer ses pensées à sa famille. Il bat sa femme hein, et sa fille quand il juge que c'est nécessaire. Donc rien que ça, déjà, c'est assez effroyable. Et une amie de notre jeune fille qui s'appelle Ramia, elle va lui faire rencontrer ce fameux jeune homme qui ressemble à James Dean, enfin qui s'appelle Samir.
D'ailleurs, on apprend son prénom qu'un peu plus tard. Et comme un acte de rébellion, elle va vouloir partir de chez elle pour s'enfuir avec lui. Euh, et cette idée va lui trotter pendant un long moment dans la tête. Euh, et il y a un moment où elle est envoyée quelque part pour cause de mauvaise conduite par ses parents, parce qu'ils ont vu qu'elle commençait un petit peu, entre guillemets, à filer un mauvais coton selon leurs termes. Et ils l'ont envoyée dans une sorte de couvent pour jeunes filles en perdition. Enfin, voilà, c'est censé la remettre sur le droit chemin. Et en fait, lors de son voyage sur un bateau, elle va croiser une égyptienne qui représente à ses yeux tout ce qu'elle souhaite être, c'est-à-dire une femme libre, euh, belle, voilà, qui n'est pas forcée de s'habiller de telle ou telle manière, qui a le droit de penser ce qu'elle veut, qui fume, enfin voilà. Et cette femme va la mettre en garde contre les promesses que lui a fait le beau Samir, en lui racontant sa propre histoire à elle, donc son excision. Elle va lui parler un petit peu de cette pratique qui est pratiquée depuis des années, des années, des années, qui est ancrée dans les traditions voilà, de ce jeune homme. Donc bien qu'elle soit un peu chamboulée par cette rencontre, notre jeune fille, alors je sais, je suis désolée, j'ai oublié un petit peu son prénom. Ça commençait par un E. Excusez-moi, je regarde parce que c'est un petit peu embêtant de dire la jeune fille à chaque fois. Comment s'appelle-t-elle? Je sais, on le sait son prénom ou je ne sais plus. Bon, bref. Peu importe. Donc je disais ne va pas vraiment, même si ça va la chambouler, elle ne va pas écouter les conseils de cette femme, de la femme libanaise, égyptienne qu'elle a rencontrée sur le bateau. Elle va suivre son instinct et elle va suivre donc Samir. Euh, et comme vous vous en doutez bien, elle va subir des atrocités. Hein. Enfin, elle va surtout constater par elle-même les atrocités. Enfin, elle ne va pas les subir, mais elle va les voir surtout. Elle va les voir parce qu'elle va arriver dans un village, là où l'emmène son beau Samir. Et elle va se rendre compte que voilà, il y a beaucoup de jeunes filles qui très tôt sont excisées pour la tradition. Elles souffrent le martyre. Enfin, c'est vraiment la scène qui est décrite. C'était assez c'était chaud quoi. Enfin, ça prend vraiment, ça m'a foutu des frissons dans le dos. C'était pas jojo. Euh, et donc voilà, elle va vite se rendre compte qu'elle va être prisonnière un petit peu de ce village. Elle va tomber enceinte et en fait elle va vouloir s'enfuir parce que ben, elle ne veut pas de ça pour son enfant. Euh, ensuite, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture, elle est assez jolie. Elle est rendue un peu poétique, mais pas de la poésie comme on l'entend. C'est plutôt qu'elle est rendue un peu spéciale de par les nombreux extraits ou les nombreux passages, pardon, donc les versets de la Bible et même des passages du Coran qui sont retranscrits dans ce livre à certains moments. Euh, L'écriture, elle est belle, hein, elle est sans fioriture, elle est tantôt de façon un peu imagée, parce qu'il faut vraiment, par rapport aux versets, enfin, on a les extraits de la Bible et du Coran, c'est assez imagé, hein, parce qu'il faut quand même réfléchir de quoi ça parle. Et à côté de ça, on a des passages ben, super crus, hein, quand on assiste à des scènes d'excision de plusieurs très jeunes filles. Voilà, c'est comme je vous disais, hein, on fait pas dans la dentelle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Alors, enfin, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. On peut pas dire que j'ai adoré l'histoire parce que c'est pas quelque chose de très sympa, hein, n'est-ce pas?
Il se lit très rapidement, il fait 170 pages. Si vous ne connaissez pas et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Ça ne m'a rien appris de nouveau parce que je savais que ça existait dans certains pays, à certaines époques, voilà. Même si je sais qu'il y a dans certains endroits sur Terre où c'est encore pratiqué actuellement. Euh, voilà, je trouve que c'est super intéressant à lire et que voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce titre. Alors on passe maintenant à un livre que j'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps, que j'ai déjà chroniqué sur le blog, donc pareil en barre d'infos, vous avez toutes mes petites adresses à aller voir si vous avez envie d'aller jeter un œil. Vous pouvez y aller, ça coûte rien, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les livres que je lis, sachant que des fois les résumés écrits sont un petit peu plus construits que les résumés oraux que je peux faire sur la chaîne. Surtout que là, je commence à avoir la voix qui part en chouquette. Donc là, on va suivre l'histoire de... je vous montre l'édition que j'ai, c'est le livre de poche. On va suivre l'histoire de Jocelyne Gerbet, qui a une vie parfaitement banale. Elle est consciente de la réalité de la vie, de la dureté de la vie, mais elle fait avec. Elle sait que tout n'est pas tout rose. Elle vit avec son mari qui s'appelle Jocelyn. Donc Jocelyn et Jocelyne, comme elle le dit si bien au début du livre. Elle sait que son mari, c'est pas Georges Clooney, hein, que c'est pas le mec le plus beau de la Terre, que c'est pas l'homme le plus parfait non plus au niveau du caractère, parce qu'ils ont eu, comme tous les couples, des hauts et des bas certes très très durs, mais comme beaucoup de couples peuvent le vivre au quotidien. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur son passé, sur son histoire, sur sa famille. Elle a deux amies, enfin des jumelles d'ailleurs, qui travaillent au salon de coiffure Coiffe Esthétique, je crois, quelque chose comme ça, qui elles jouent souvent au loto, à l'euro million, enfin au jeu de hasard, et elles vont la convaincre de jouer, de tenter sa chance au loto une fois, juste pour rigoler. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va jouer à l'euro million. Euh, et elle va plus trop y penser, et jusqu'au jour où on va découvrir que le gagnant de l'euro million a joué dans sa ville, même dans le bureau de tabac où est-ce qu'elle est allée elle. Et elle se rend compte juste à temps que c'est elle qui a gagné. Donc évidemment, elle a beaucoup de mal à se faire à l'idée. Elle va aller chercher son gain. Elle va aller chercher son gain à la Française des Jeux. Et en attendant, elle va imaginer tout ce qu'elle peut s'acheter. En premier lieu, elle va penser à son mari en fait, parce que il a toujours dit qu'il avait envie d'avoir une Porsche, d'avoir un écran plat, d'avoir la collection des DVD je crois que c'est James Bond, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, et en fait, en allant à la Française des Jeux, elle va avoir un rendez-vous avec une psychologue parce que c'est ce qui arrive quand vous gagnez un gros lot. Elle a gagné, je crois, 18 millions, je crois, quelque chose comme ça. Euh, ouais, enfin, elle a gagné une somme énorme. Et donc voilà, la psy, elle va la mettre en garde contre les nouveaux amis qui vont débarquer dans sa vie, contre les gens qui vont lui demander de l'argent pour soigner telle ou telle maladie dont il n'avait jamais entendu parler avant. Voilà, que ça va attiser la jalousie et ça va la faire énormément cogiter. Elle va prendre le chèque, elle va le conserver chez elle, elle va réfléchir à beaucoup de choses. Elle va se mettre à faire des listes donc de choses qu'elle a besoin de s'acheter. Parce qu'au début, elle nous l'explique bien, on nous l'explique bien dans le livre, au départ ce n'est pas des listes de choses qu'elle a envie de s'acheter, c'est bien des choses dont elle pense avoir besoin. Donc ça peut paraître d'ailleurs très dérisoire par rapport à la somme qu'elle a gagnée. Elle fait une liste où elle note, je pense, un nouveau tapis de bain. En gros, voilà, j'ai plus le détail exactement de la liste qu'elle fait, mais c'est comme si en gros elle notait je vais acheter un nouvel tringle pour le rideau, une gamelle pour le chat, des trucs vraiment dérisoires quoi. Tout ce qu'elle a noté, ça ne va même pas lui coûter 1000 ou 2000 euros, on va dire, par rapport à 18 millions, c'est rien du tout. Et donc, bref, elle va poursuivre sa petite vie en ne disant à personne qu'elle a gagné à l'euro million, même pas à son mari, ni à ses deux amis. Comme vous vous en doutez, il va se passer un truc de fou.
il va se passer un truc de fou à la fin du livre. Donc bah, je vais pas vous raconter parce qu'il faut le lire pour découvrir. C'était très intéressant. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, surtout dans ce livre, c'est de d'imaginer en fait si une grosse somme d'argent qui arrive dans notre vie peut tout changer. Alors oui, vous allez dire, bien sûr, ça peut tout changer. Tu peux t'acheter tout ce que tu désires, que ce soit voiture de sport, maison, faire le tour du monde, shopping, maquillage, chaussures, enfin, peu importe ce qui vous fait plaisir, quoi. Enfin, tout, vous pouvez tout acheter. C'est une autre dimension. Mais justement, est-ce que toutes ces choses vont la rendre heureuse? Alors, ça peut faire réfléchir parce que moi je suis quelqu'un de très rêveur aussi. Donc je conseille pas je vous conseille pas du tout de jouer au loto ou de vous encourager à le faire, mais moi de temps en temps j'aime bien tenter ma chance. Je me dis bon bah ceux qui gagnent, ils se disent, ils se sont dit un jour jamais je gagnerai, ça n'arrive qu'aux autres. Bon, là après, on peut très bien jouer pendant 50 ans et ne jamais gagner et il suffit d'une fois pour gagner. Donc après voilà, chacun a son opinion là-dessus. Mais ça fait justement réfléchir parce qu'on se dit est-ce que je vais être plus heureux en ayant une grosse somme d'argent et en pouvant faire tout ce que je veux avec mon argent, ou est-ce que ça va justement attirer la jalousie, la méfiance des proches, est-ce que ça va me faire changer, est-ce que je vais oublier mes anciens amis et voilà, donc c'était très intéressant. L'écriture elle est très belle aussi. Il y a quelques phrases qui sont percutantes parce qu'elles sont tellement criantes de vérité que j'avais l'impression de... Voilà, il y a beaucoup de phrases où j'ai dit ouais c'est vrai, c'est exactement ça. On relativise beaucoup pardon, en lisant ce livre sur notre propre situation, hein, comme on dit, parce que par rapport à ce qui va arriver à Jocelyne. Euh, L'auteur, donc, qui est un homme, je le rappelle, a très très bien réussi à se mettre dans la tête d'une femme, en tout cas dans ce roman, qui est à la première personne, parce que c'est Jocelyne qui nous raconte son histoire. Si bien qu'à la fin, d'ailleurs, j'avais oublié que c'était un homme qui l'avait écrit. Et on a dans cette version, pardon, dans cette édition, j'ai, il y a une postface. Oh là là, j'ai beaucoup de mal à parler, je suis désolée. Il y a une postface où on a une interview de l'auteur. Je sais plus si c'est une interview ou c'est un petit mot en fait où il nous raconte un petit peu ses rencontres avec ses lecteurs et ses lectrices surtout. Voilà, donc c'était super intéressant. L'histoire elle est sympathique, elle se lit très rapidement hein, parce que le livre il fait moins de 200 pages. Je l'ai bouffé en une fois hein, aussi, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si le sujet vous tente. Sympathique à lire et qui fait quand même un petit peu réfléchir sur le sujet. D'ailleurs, une petite question pour vous en commentaire. Si vous gagnez à l'euro million, donc la fameuse somme de 18 millions, mais ça peut être un million aussi, hein, peu importe, qu'est-ce que vous feriez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voyage, voiture, restaurant, shopping, vas-y, lâchez-vous et j'ai hâte de voir ça avec vous. Et on va passer au dernier livre maintenant. Et le dernier livre, il s'agit d'un coup de cœur. Je savais que ça allait me plaire parce que quand j'ai lu le résumé et que je l'ai acheté, voilà, j'étais quasiment sûre d'aimer en tout cas le contexte historique. Il s'agit de Ingénu, enfin Cabaret, Ingénu, donc le tome 1, de Gillian Larkin. Donc ça c'est un livre des éditions chez Bayard. Bayard Jeunesse. Alors, jeunesse oui et non, hein, c'est pour tout public je dirais. C'est un livre que j'ai énormément aimé parce qu'il se situe déjà dans les années 20, en 1923 exactement. Donc c'est ma période préférée de l'histoire. Donc il y en a qui aiment les périodes autour de la Seconde Guerre mondiale, je ne vise personne. D'autres qui aiment l'Antiquité, d'autres qui aiment, je sais pas, la Première Guerre mondiale peut-être. D'autres qui aiment vraiment les histoires qui sont dans le présent, d'autres qui parlent du futur. Enfin voilà. En tout cas, moi, ma période préférée de l'histoire, c'est les années folles.
Donc là, on est en plein dedans, on est à Chicago, on va suivre la vie de 3 femmes différentes. Donc il y a Gloria, il y a Lorraine et il y a Clara. Euh, on va changer de point de vue à chaque chapitre, donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça donne beaucoup plus de vie au livre. On passe vraiment d'action en action en fait parce que chacune va vivre sa vie ensemble. Elles vont beaucoup se croiser et partager beaucoup de choses ensemble, mais on va les suivre aussi que elles toutes seules. Je sais pas si je suis très claire. Bref, donc le personnage principal c'est Gloria, donc la première jeune fille qu'on retrouve. Cette jeune femme est promise à un homme qui s'appelle Sébastien, donc dans le livre on le nomme beaucoup comme Bastian. Elle doit l'épouser, c'est un homme issu d'une riche famille, d'une bonne famille de Chicago. Euh, Elle est promise à se marier avec lui depuis très très longtemps, enfin depuis assez longtemps quand même. Sauf que elle va se rendre dans un bar clandestin avec son meilleur ami au début de l'histoire. Donc son meilleur ami s'appelle Marcus. Euh, et on est donc, je vous le rappelle encore, dans la période des années folles, donc c'était la prohibition en Amérique. Euh, donc consommer de l'alcool c'était illégal, se rassembler avec des personnes de couleur c'était illégal. Il y avait plein de choses d'illégales à ce moment-là. Elle va, elle va rencontrer un jeune pianiste noir extrêmement beau et qui fait tourner la tête de toutes les filles. Évidemment, elle va tomber sous son charme. Même si elle est promise à un autre, elle ne va pas pouvoir se sortir de la tête ce beau jeune homme qui s'appelle Jérôme. Euh, on commence avec cette histoire. Parallèlement à ça, on suit aussi Clara. Donc Clara, c'est la cousine de Gloria, qui est, je crois, 1 an ou 2 ans plus âgée qu'elle. Et elle, elle rejoint donc sa cousine chez sa maman et elle-même pour y vivre, car elle fuit une vie de déboire à New York. Disons qu'elle était très mondaine et c'était une garçonne très, très populaire. Voilà, donc je vous invite, j'essaierai de mettre un lien sur un article concernant cette époque où l'époque des garçons un peu en barre d'infos. C'était le moment où les femmes en fait se rebellaient un peu et elles se coupaient les cheveux donc à la garçonne, elles s'habillaient de façon assez provocante avec se maquiller aussi de façon provocante pour un petit peu sortir des codes de bonne conduite de la bonne société on va dire. Euh, donc cette Clara, elle a fait un petit séjour en prison hein, d'ailleurs, et elle va s'installer avec Gloria, donc elle va s'installer chez sa cousine Gloria et donc chez sa tante. Et elle va devoir tout faire pour se racheter une bonne conduite, mais est-ce que ses intentions sont vraiment pures et saines? On va le découvrir dans le livre. Ensuite, on suit la troisième femme qu'on va suivre, c'est Lorraine, donc la meilleure amie de Gloria, qui est, elle, très pétillante, très fofolle. Elle, euh, Elle a adopté le style garçon déjà depuis un certain moment et elle essaye un petit peu de convertir sa meilleure amie pour la faire un peu sortir de son quotidien de bonne fille qui était première de classe, qui va être une bonne épouse, qui va... Voilà. Donc elle va essayer d'un peu de la pervertir, entre guillemets. Euh, comment Lorraine, elle est beaucoup dans l'excès. C'est-à-dire qu'elle ne fait jamais les choses à moitié. Je pense elle est passionnée. Et elle est amoureuse depuis toujours de Marcus, le meilleur ami. Donc c'est peut-être aussi son meilleur ami à elle, mais c'est plus dit dans le livre que c'est le meilleur ami de Gloria. Mais sauf que Marcus, ce beau jeune homme blond, je crois qu'il est blond, il n'a Dieu que pour Gloria.
même si ils disent qu'ils se considèrent comme frères et sœurs, on sent que peut-être qu'il aimerait un peu plus avec elle, en tout cas au début de l'histoire. Et donc Lorraine, elle est dépitée parce que elle fait tout pour que Marcus la remarque, mais c'est comme si elle était invisible à ses yeux. Et en fait, ce qui va chambouler la vie de ces personnages, c'est l'arrivée de Clara chez Gloria. Elle va mettre un petit peu la zizanie chez sa cousine et aussi dans la tête de la meilleure amie. Parce que Clara va se rapprocher très dangereusement de Marcus. Donc Lorraine, évidemment, va être jalouse. Donc je vous passe un petit peu tous les détails. Là, c'est que des petits points comme ça, mais il y a vraiment un autre fond d'histoire qui est très intéressant. Et en fait, donc Lorraine et Gloria ne savent pas, ne connaissent rien du passé de Clara, donc de son passé de garçonne. Pour elle, c'est une campagnarde qui vient à Chicago, qui a jamais vu, limite, voilà, elle connaît pas, elle a jamais bu un verre d'alcool de sa vie et tout, alors que c'est hyper faux. Elle est beaucoup plus dévergondée qu'elle deux en fait. Et c'était très intéressant. Et ce qu'on se demande en fait, c'est comment va réagir Lorraine en apprenant la vérité sur Clara. Je n'en dis pas plus. L'histoire est aussi principalement centrée en fait sur la romance naissante entre Jérôme et Gloria, qui va être tiraillée entre donc deux hommes, entre Bastian et lui. Et donc on va essayer de voir quel choix elle va être amenée à faire pour la suite, pour le deuxième tome, parce que ça c'est en trois tomes. Donc ce premier tome il pose assez bien les bases. J'aurais aimé quand même avoir un petit peu plus de détails sur le contexte historique, sur le contexte politique de l'époque, parce que bon, c'est cité, on dit que c'est la prohibition, mais on n'a pas par exemple, de petites notes en bas de page pour nous situer un petit peu le contexte, nous donner des exemples de lois, ou voilà. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Mais rien ne m'empêche d'aller me renseigner, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Ensuite, les personnages. Alors, les personnages, leur psychologie, c'est assez cliché hein, quand même, je vais pas vous mentir. Vous avez la fille parfaite, donc un peu entre guillemets Gloria, Lorraine, la meilleure amie qui en fait est jalouse. Ensuite, vous avez Clara, la dévergondée qui se fait passer pour une campagnarde. Marcus, le rôle du bon copain, du bon ami, mais qui en fait, bah, il est pas si gentil que ça. Voilà, et puis Bastian aussi, le promis de Gloria, qui est beau comme un dieu, qui fait tomber toutes les filles à son passage. Voilà, c'est assez cliché. J'ai beaucoup aimé l'ambiance bar clandestin, l'ambiance de musicien, parce qu'on se retrouve beaucoup dans le bar où joue Jérôme. Ça m'a énormément plu, parce que comme vous le savez peut-être maintenant, je suis assez fan de musique. J'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque de l'histoire. Voilà. Ça m'a fait penser un petit peu à Gatsby. Gatsby le Magnifique. Donc moi je vous parle du film parce que je n'ai pas encore lu le livre. Je pense que ça va être globalement la même chose. Donc si vous aimez un petit peu cette ambiance-là, n'hésitez pas, hein, vous allez vraiment, je pense, accrocher. Ce qui était aussi bien dans ce tome, ce sont les personnages secondaires qui ne sont pas beaucoup développés, mais on sent qu'ils sont développés en fait. Je sais pas si vous voyez. On n'a pas trop d'infos sur eux pour le moment, mais vu la fin du tome 1, qui m'a laissé sur ma faim, j'ai hâte de retrouver les personnages pour le tome 2 et je pense que les personnages secondaires vont avoir un rôle un peu plus important dans la suite de l'histoire. Donc ça c'est pas pour me déplaire parce que il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce premier tome et j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver à Gloria, à Lorraine, à Clara et de voir aussi comment les personnages secondaires vont occuper le devant de la scène un petit peu. Bon, pour ceux qui ont lu l'histoire, vous comprenez certainement de quoi je veux parler. Et j'ai hâte, c'est tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc je pensais faire une vidéo assez courte, mais comme d'habitude, ben, je blablate.
C'en est tout pour cet update lecture. Je vais essayer de vous en tourner un autre très très prochainement avant de vous poster ma vidéo update sur le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère le faire pour tout début novembre si je ne suis pas trop en retard. Mais j'ai encore un autre update lecture à filmer, j'ai un nouveau format de vidéo à vous proposer pour une lecture d'un livre classique et j'ai les sorties du mois de décembre à préparer. Donc voilà, je vais pas chômer ces prochains jours. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez lu un des titres en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.